Quand ton enfance a-t-elle pris fin? J'avais 9 ans. On vivait entassés dans une caravane pourrie, et mon grand frère est rentré un soir, une liasse de billets de 200 $ à la main. Je ne comprenais pas comment il avait pu décrocher un boulot à 12 ans, mais maman n'en avait rien à faire. Elle rayonnait, fière comme tout. Cette nuit-là, je me suis réveillé. J'ai entendu maman embrasser As sur le front en chuchotant « Tu n'as rien à voir avec ton père, ce bon à rien. Toi qu'au moins, tu t'occupes de moi. » Elle l'a serré contre elle bien trop longtemps. Ace avait l'air gêné. Dès cette nuit-là, tout a changé. On a troqué nos céréales premier prix contre de vrais Lucky Charms. Maman allait se faire poser des ongles avec des strass. Mais Ace, lui, avait des bleus sur les bras. Quand je lui ai demandé d'où venait tout cet argent, il m'a juste ébouriffé les cheveux. Je rends service à des types, je fais des livraisons, t'en fais pas. Mais il avait la voix plus grave que d'habitude. 2 semaines plus tard, il a tenté de tout arrêter. Je les ai entendus se disputer dans le salon, la voix de maman était glaciale. Ta sœur Amélia n'a que 4 ans et tu veux qu'elle crève de faim, qu'elle manque de médicaments quand elle sera malade? C'est toi l'homme de la maison maintenant, alors agis comme tel. Cette nuit-là, j'ai vu Ace quitter la caravane à 23h, capuche noire rabattue sur la tête. Il est revenu à 3h du matin, essayant de se faufiler dans sa chambre. Mais maman l'attendait. Tu as gagné 500 $ ce soir. Elle a chuchoté en désignant sa propre chambre. Les vrais hommes ne dorment pas dans une chambre d'enfant. Tu as gagné ta place. Le lendemain, elle lui a fait déménager toutes ses affaires dans sa chambre à elle. Chaque matin, elle exigeait qu'il lui dise qu'elle était belle, qu'il la serre fort avant de partir, qu'il lui murmure qu'il l'aimait. Un mois a passé, ses collègues lui demandaient d'écouler encore plus de marchandises. Selon eux, un gosse de son âge devait pouvoir vendre 2 fois plus. Ma mère a même suggéré qu'il emmène Amélia avec lui. Ça ferait plus famille, plus discret. Ace ne dormait presque plus. Il avait des cernes noires sous les yeux. Maman le tenait éveillé toute la nuit, lui répétant à quel point elle était fière, qu'il valait mieux que papa, qu'il n'avait pas besoin des autres. Elle leur achetait des fringues assorties, appelant ça leur truc à eux. À mes 10 ans, maman est devenue encore plus gourmande. Elle prenait tout l'argent de mon frère et s'offrait des vêtements pendant qu'on mangeait des nouilles instantanées pour la 3e soirée d'affilée. Quand Amélia demandait pourquoi Ace ne mangeait pas, il disait qu'il n'avait pas faim et lui donnait son assiette. Un jour, il a voulu garder 20 $. Maman est entrée dans une rage folle. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu n'es qu'un égoïste, comme ton père. Les jours suivants, il est allé à l'école le ventre vide. Au bout du 4e jour, le téléphone de maman a sonné. C'était la conseillère scolaire. « Madame Johnson, on s'inquiète pour votre fils. Il s'endort en classe, ses notes chutent et... » Maman a pris sa voix la plus douce. « Oh, il m'aide à la maison. Il a des responsabilités. Vous savez ce que c'est, être mère seule avec 3 enfants. » La conseillère a insisté. « On aimerait lui faire rencontrer quelqu'un, juste pour vérifier que tout va bien. » Le lendemain, en rentrant, maman m'a attrapé. « Tu as 10 ans et demi. Tu es assez grand pour être instruit à la maison par ton frère et l'aider pour ses livraisons. » Avant que je puisse objecter, Ace est arrivé en trombe. « Non, mêle pas ton fils à ça !» Sa voix s'est brisée. Maman a attrapé Amélia qui regardait la télé. « Très bien, alors peut-être que ta sœur est assez grande pour aider. Elle a presque 5 ans. » Son visage s'est empourpré quand Ace s'est précipité vers elle. « Je suis ta mère, tu fais ce que je te dis. » Clac. Il a voulu répondre. Elle l'a giflé et a déchiré son matelas. Amélia s'est mise à pleurer. Maman a hurlé. « Tu vois ce que tu me fais faire? Tu fais peur à ta sœur. » Sous le sommier, elle a trouvé un sachet blanc. Elle l'a brandi sous son nez. « Voilà ce que ça donne quand tu me manques de respect. » Elle a filé jusqu'aux toilettes et a tout balancé dans la cuvette avant de tirer la chasse. Ace est devenu livide. J'ai cru qu'il allait tomber dans les pommes. « Maman, il m'avait avancé ça. Tu ne comprends pas ce que tu viens de faire. » Sa voix tremblait, à peine audible. Son téléphone n'a plus arrêté de vibrer, des messages sans fin. C'est la première fois que je l'ai vu pleurer. Maman continuait à hurler sur le respect et la responsabilité. Amélia s'était cachée derrière le canapé sans comprendre tout ce bruit. À 3h du matin, quelqu'un a frappé. As m'a lancé un regard. « Faut que je te parle de maman et de la vraie raison pour laquelle papa est parti. » Mais il n'a pas eu le temps. Il s'est levé, a ouvert la porte. 2 types sont entrés, l'un avec une grosse cicatrice sur le cou, l'autre planqué sous une casquette de baseball. Celui à la cicatrice a tout pris en main. Il a prévenu Ace qu'il reviendrait le lendemain soir pour régler leur compte si l'argent n'était pas là. Sa voix était calme, mais j'en avais des frissons. Ace a hoché la tête, le visage fermé, comme éteint. Les 2 hommes ont jeté un œil autour d'eux, le papier peint qui se décollait, le canapé éventré. Celui à la casquette a ricané, lançant qu'Ace avait intérêt à ne rien leur cacher, puis ils sont partis. Ace a fermé la porte à clé, s'est laissé tomber par terre, adossé contre la porte. J'ai compté dans ma tête. Il n'a pas bougé pendant 20 minutes, les yeux grands ouverts, à peine un battement de cils. J'ai failli m'approcher, mais quelque chose dans son regard m'a glacé. La porte de la chambre de maman s'est ouverte. Elle est sortie en peignoir, les cheveux en bataille. Elle m'a ignoré, s'est assise à côté d'Ace et a pris sa voix de bébé. « Tu veux un chocolat chaud ?» Elle s'est mise à lui caresser les cheveux comme s'il avait 5 ans, lui répétant qu'elle savait qu'il allait trouver une solution, qu'il était si intelligent, si responsable. Elle n'a pas lâché sa tête. Je voyais la mâchoire d'Ace se contracter, mais il n'a pas bougé. Il est resté là, sans bouger, la laissant faire, le regard complètement ailleurs.
Finalement, maman s'est levée en disant qu'elle retournait se coucher, puis elle s'est penchée pour lui déposer un baiser sur le sommet du crâne avant de filer dans sa chambre. J'ai attendu d'entendre la porte se refermer, puis je suis allé m'asseoir à côté d'Ace, par terre. On est resté longtemps sans dire un mot. Au bout d'un moment, il s'est tourné vers moi et, d'une voix à peine audible, il a commencé à parler. Il a expliqué que papa était parti parce que maman lui faisait vivre la même chose, le traitait plus comme un mari à faire obéir que comme un vrai partenaire, piquait des colères dès qu'il posait des limites et mettait toujours ses propres besoins au-dessus de tout le reste. Il a dit que papa avait essayé de nous emmener, mais que maman avait menacé d'appeler la police, affirmant qu'elle dirait qu'il nous avait enlevés. J'ai senti mon ventre se tordre. Ace a continué, racontant que papa avait envoyé des lettres pendant 2 ans, mais que maman les avait toutes brûlées. On n'en a jamais vu la couleur. Il avait réussi à en trouver une, un jour où elle n'était pas là. Et papa expliquait qu'il faisait tout pour nous sortir de là et promettait qu'il ne nous abandonnait pas. J'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Pendant 2 ans, j'avais cru que papa s'en fichait de nous, qu'il était parti et nous avait rayés de sa vie, alors qu'en réalité, il se battait pour nous, sans qu'on le sache. J'étais incapable de parler, la gorge serrée. Quand j'ai enfin pu articuler quelque chose, j'ai demandé à Ace combien les dealers réclamaient. Il m'a répondu « 3 000 $ d'ici demain soir ». Sa voix s'est brisée. Il m'a avoué qu'il n'y avait absolument aucune chance de réunir une telle somme en un jour, même en bossant sans s'arrêter. Il a fini par dire tout haut ce que ça impliquait. Ils vont s'en prendre à moi, ou pire, à toi et à Amelia. Le jour commençait à poindre derrière la fenêtre. Le réveil de maman a sonné dans sa chambre. Ace s'est levé et je l'ai suivi à la cuisine. Maman est sortie, déjà prête, maquillée, un bracelet flambant neuf au poignet, les ongles impeccables décorés de petites fleurs. Elle a fait sa routine du matin, puis s'est plantée devant Ace en attendant. Il lui a dit « Tu es jolie », mais sa voix sonnait creux. Elle a souri, a ouvert les bras pour un câlin, et Ace l'a prise dans ses bras en lui soufflant qu'il l'aimait. Comme toujours, elle l'a gardé trop longtemps contre elle. Lorsqu'elle a enfin relâché son étreinte, Ace a attrapé son sac à dos, les mains tellement tremblantes qu'il a failli le laisser tomber 2 fois. Maman l'a embrassé sur la joue, lui souhaitant une bonne journée, et il est parti sans se retourner. Je me suis préparé à mon tour pour aller en cours, mais j'avais la tête ailleurs, impossible de me concentrer en classe. Les paroles de la prof passaient sans que je les retienne. À la pause de midi, j'ai traversé le couloir en direction de la cantine et j'ai aperçu Allison devant la porte de son bureau, en train de discuter avec une collègue. Elle m'a remarqué, a terminé sa conversation et s'est approchée. Elle m'a demandé « Tu veux venir discuter dans mon bureau ?» J'ai hoché la tête sans trop réfléchir, de peur de changer d'avis. J'avais les jambes en coton en entrant. Elle a fermé la porte et m'a dit « Installe-toi où tu veux ». Je me suis assis en face d'elle et elle ne m'a pas forcé à parler tout de suite. Elle m'a juste laissé le temps. Finalement, les mots sont sortis tout seuls. Je lui ai raconté les livraisons, les types venus la veille, le fait qu'Ace ne mangeait presque plus pour donner à Amelia. Je parlais à voix très basse, par peur qu'Ace apprenne que je m'étais confié. Allison m'a écouté sans m'interrompre, notant parfois quelque chose, mais elle me regardait souvent pour que je sente qu'elle était vraiment là. Quand j'ai eu fini, elle a posé son stylo et m'a expliqué qu'elle devait obligatoirement signaler ce que je venais de lui dire, parce que des enfants étaient en danger. Elle a ajouté que le but, c'était d'aider notre famille, pas de nous punir. Mais son visage montrait bien la gravité de la situation. Elle m'a demandé « Tu te sens en sécurité pour rentrer chez toi aujourd'hui ?» J'ai menti en disant oui. Je n'avais rien d'autre à répondre. L'idée d'aller vivre chez des inconnus me terrifiait. Allison m'a jeté un long regard, comme si elle savait que je n'étais pas honnête, mais elle n'a rien dit de plus. Elle m'a juste assuré qu'elle serait là si j'avais besoin de quoi que ce soit. La journée s'est terminée et je suis rentré plus lentement que d'habitude. En arrivant, j'ai trouvé Ace dans le salon, tournant en rond dans le petit espace entre le canapé et la télé, le téléphone à la main, les yeux rivés sur l'écran toutes les 2 secondes. Dès que je suis entré, il m'a regardé, et la peur dans ses yeux était tellement palpable que j'ai failli avouer ce que j'avais fait, mais les mots sont restés coincés. Je suis resté planté là, immobile, pendant qu'il continuait son manège. Son téléphone a vibré et il a sursauté comme s'il avait reçu une décharge. Cette fois, même pas un regard à l'écran, il a juste continué à arpenter la pièce, nerveux, la respiration coupée. J'aurais voulu dire quelque chose, mais rien ne me venait. D'un coup, la porte s'est ouverte et maman est rentrée, les bras chargés de 4 gros sacs de courses venant des boutiques du centre commercial, à l'autre bout de la ville. Ace s'est figé en voyant les sacs. Maman fredonnait et souriait, elle a posé les sacs sur le plan de travail et s'est mise à en sortir des vêtements. Un haut neuf avec l'étiquette, un jean, une veste à capuche en fausse fourrure. Elle a brandi la veste en demandant « Vous trouvez que ça me va ?» La voix d'Ace était sans relief quand il lui a demandé combien elle avait dépensé. Maman a éclaté de rire, balayant la question d'un geste de la main, répliquant « Ça ne te regarde pas. Et puis après tout ce que je fais, j'ai bien le droit à quelques jolies choses. » Ace lui a fait remarquer qu'elle ne travaillait pas. Son sourire s'est figé et elle a répondu « Élever 3 enfants, c'est plus difficile que n'importe quel boulot. Un vrai homme ne demande pas à une femme comment elle dépense son argent, il va le gagner et il est fier de pouvoir s'occuper de sa famille. » J'ai vu le visage d'Ace changer d'un coup. Sa mâchoire s'est relâchée, son regard s'est vidé
comme si la lumière s'était éteinte à l'intérieur. Maman continuait de sortir des vêtements des sacs, absorbée par l'admiration d'une nouvelle paire de chaussures, sans rien remarquer autour d'elle. Ace est passé devant elle sans un mot pour filer dans sa chambre. Je l'ai entendu fouiller, mais impossible de savoir ce qu'il cherchait. Au bout d'un moment, maman a seulement remarqué son absence et lui a lancé, d'un ton enjoué comme si tout allait pour le mieux, « Le dîner sera prêt dans 1 heure », comme si on n'était pas sur le point de tout perdre. Amelia est sortie de sa chambre et a demandé si elle pouvait prendre un goûter. Maman lui a donné des biscuits et a allumé la télé. Je me suis installé à côté d'Amelia sur le canapé, mais j'étais incapable de me concentrer sur les dessins animés. J'avais la nausée. Le soleil s'est couché, maman a préparé des spaghettis avec de la sauce en bocal et on a mangé sur la vieille table de la cuisine, toute bancale, avec seulement 3 chaises dignes de ce nom, ce qui fait qu'il y a toujours quelqu'un qui doit se contenter du tabouret. Ace n'a quasiment pas touché à son assiette, il pianotait discrètement sur son téléphone sous la table, mais maman ne voyait rien, trop occupée à raconter qu'elle pensait se faire coiffer la semaine suivante. Après le repas, j'ai aidé à débarrasser tandis qu'Ace retournait dans la chambre de maman. À 10h, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. « Tu vas où à cette heure-ci, Ace ?» a demandé maman. Il a répondu « J'ai des livraisons en plus ce soir ». Maman lui a lancé un « Fais attention » et je l'ai entendu lui envoyer un baiser. La porte s'est refermée. J'ai patienté 5 minutes, puis j'ai dit à maman que je devais aller aux toilettes. Elle était absorbée par une émission de télé-réalité et m'a fait signe d'y aller sans me regarder. J'ai filé à la salle de bain et verrouillé la porte. Dans le coin près des toilettes, le vieux carrelage se soulève facilement. Ace m'avait montré la cachette il y a des mois, quand il avait besoin d'un endroit discret pour planquer son téléphone de secours pendant la journée. Le téléphone y était toujours. Je l'ai récupéré. L'écran s'est allumé. 15 nouveaux messages, tous d'un certain Nicolas. Mes mains tremblaient en les ouvrant. Les premiers demandaient où était Ace et pourquoi il ne répondait pas. Puis le ton s'est durci. Nicolas écrivait qu'Ace avait intérêt à ne pas l'éviter, que la dette grossissait d'heure en heure à cause des intérêts. Le message suivant m'a glacé le sang. Nicolas disait que si Ace n'avait pas l'argent d'ici le lendemain soir, il commencerait à se rembourser sur les biens de la famille. Le dernier message mentionnait spécifiquement « la petite ». Il disait qu'Amelia était mignonne et qu'elle pourrait valoir quelque chose auprès des bonnes personnes. Un haut-le-cœur m'a saisi. Je me suis précipité dans la chambre de maman pour attraper son vieux appareil photo numérique qui traînait sur une étagère du placard. Elle ne l'utilisait plus depuis qu'elle avait un smartphone. Je suis retourné à la salle de bain pour prendre en photo chaque message affiché sur l'écran. Mes mains tremblaient tellement que certaines images étaient floues, mais j'ai recommencé jusqu'à ce que chaque menace soit clairement visible. J'ai remis le téléphone sous le carrelage, exactement comme il était, puis j'ai caché l'appareil photo tout au fond de mon sac à dos, sous mes affaires de sport. Ensuite, je suis allé dans ma chambre, habillé comme je l'étais, et je me suis couché sans réussir à dormir. À travers le mur, j'entendais toujours la télé de maman. J'ai tenté de fermer les yeux, mais sans arrêt, l'image du message sur Amelia revenait me hanter avec toutes les horreurs que mon cerveau inventait à partir de ces mots. Au bout d'un moment, j'ai commencé à entendre maman parler toute seule, d'une voix à la fois joyeuse et étrange, celle qu'elle prenait parfois avec Ace. Elle répétait à quel point elle était fière de son homme, qu'il prenait soin d'elle, qu'il n'avait besoin de personne d'autre. Elle lui disait « mon homme », encore et encore, jamais « mon fils », comme si Ace était son copain ou son mari. Ça me filait la chair de poule, ça n'avait rien de sain. J'ai enfoncé mon oreiller sur ma tête, mais sa voix me parvenait toujours. Vers 2h du matin, la porte d'entrée s'est ouverte à nouveau. Des pas ont traversé le couloir jusqu'à la salle de bain, puis j'ai entendu des sanglots étouffés. Ace essayait de rester discret, mais les murs étaient trop fins. Il avait du mal à respirer, on l'entendait dans ses hoquets. La porte de la chambre de maman a claqué, j'ai entendu ses pas approcher. Elle a frappé à la porte de la salle de bain. Sa voix est devenue douce. Elle voulait savoir ce qui n'allait pas, si Ace voulait parler. « Laisse-moi tranquille », a-t-il répondu. Maman avait l'air blessée. « Tu sais que je t'aime, que je veux t'aider. » Ace est resté muet. Au bout d'un moment, j'ai entendu maman retourner dans sa chambre, puis, plus tard, la porte de la salle de bain s'est ouverte et Ace est allé chez maman. Le sommier a grincé, puis plus un bruit. Impossible de fermer l'œil. Le réveil a fini par sonner à 7h, j'avais l'impression de n'avoir pas dormi. Je me suis levé, habillé et j'ai rejoint la cuisine. Maman, déjà debout, préparait du café, habillée d'une de ses nouvelles tenues. Amelia, elle, grignotait des céréales. Des voix ont retenti à la porte d'entrée. Maman est allée ouvrir et son visage s'est figé dans un sourire forcé. Sur le seuil, il y avait Noël, la dame de la protection de l'enfance, déjà venue auparavant. Maman a pris sa voix la plus douce, expliquant qu'elle avait dû annuler le dernier rendez-vous à cause d'une urgence familiale, mais que tout allait désormais parfaitement bien. Noël a dit qu'elle devait voir les 3 enfants ensemble. Maman a appelé Ace. Aucune réponse. Elle a vérifié dans sa chambre, puis est revenue, l'air perdu, en précisant qu'il était parti très tôt pour l'école. Noël a sorti un carnet et pris quelques notes. Le sourire de maman s'est encore tendu. Noël est entré, s'est accroupi à côté d'Amelia et moi, nous a demandé si tout allait bien, si on avait assez à manger, si on se sentait en sécurité. J'ai essayé de répondre normalement, mais ma voix sonnait bizarre, trop aiguë. J'ai dit oui à chaque question.
Amelia, elle, s'est contentée de hocher la tête tout en continuant ses céréales. Noël a posé quelques questions sur l'école, sur d'éventuelles personnes qui nous feraient du mal. J'ai secoué la tête. Elle m'a fixé un instant, puis a repris quelques notes avant de partir. Une fois la porte refermée, le sourire de maman s'est effacé d'un coup. Elle a claqué la porte et s'est tournée vers moi. La voix dure. « Tu as parlé à quelqu'un à l'école ?» J'ai secoué la tête si vite que j'en ai eu le tournis. Elle m'a dévisagé longuement, le temps semblait suspendu. Puis elle a fini par dire qu'elle espérait bien que je comprenais qu'ouvrir la bouche à des inconnus finirait par détruire notre famille. Que les gens ne pourraient pas comprendre, qu'on nous arracherait les uns aux autres. Que je devais quoi qu'il arrive rester loyal à la famille. J'ai acquiescé sans protester. Son visage s'est un peu détendu et elle m'a dit d'aller me préparer pour l'école. En cours, impossible de me concentrer sur ce que racontait la prof. Ces mots me passaient littéralement au-dessus de la tête. À la pause de midi, en allant vers la cantine, je suis tombé sur Allison dans le couloir. Elle discutait avec un autre prof, mais dès qu'elle m'a vu, elle s'est interrompue, s'est rapprochée de moi et m'a demandé à voix basse si je pouvais passer la voir dans son bureau après le déjeuner. J'ai fait oui de la tête, même si mes jambes flageolaient quand j'y suis allé plus tard. Elle a fermé la porte derrière nous, m'a proposé de m'asseoir, puis elle m'a expliqué que l'aide sociale à l'enfance lançait une enquête sur notre famille. Que j'avais bien fait de lui raconter ce qui se passait chez nous. Elle parlait avec une douceur rassurante. Elle m'a demandé si j'avais des éléments, des preuves, pour appuyer ce que je disais. C'est là que le souvenir de l'appareil photo m'est revenu d'un coup. Je lui ai parlé du téléphone prépayé, des messages de Nicolas, des menaces. Le visage d'Allison s'est fermé d'un seul coup. Elle m'a fait comprendre que des preuves concrètes aideraient à assurer la sécurité d'Ace et à nous sortir de là plus rapidement. Elle a griffonné son numéro de portable sur un petit bout de papier et m'a tendu le tout. Garde-le bien, et si jamais il se passe un truc grave, tu m'appelles tout de suite. J'ai pris le papier, les plié en 4 et glissé dans ma chaussure, sous la semelle, sûr que personne ne viendrait y fouiller. Cet après-midi-là, j'ai attendu que l'école se vide, que les bus soient répartis, puis je suis rentré à la maison. D'un pas pressé, mais sans courir pour ne pas attirer l'attention. Le quartier était complètement silencieux quand je suis arrivé. Pas de traces de la voiture de maman. J'ai filé directement à la salle de bain. Mes doigts ont fouillé derrière le carreau branlant près des toilettes. Le téléphone était toujours bien caché là où je l'avais laissé. Je l'ai récupéré et enfoncé tout au fond de mon sac à dos. Ensuite, j'ai foncé à la cuisine et remis la main sur le vieil appareil photo de maman dans le tiroir fourre-tout. J'ai vérifié l'écran. Toutes les photos des messages étaient là. J'ai remis l'appareil dans mon sac et tout refermé avec soin. C'est pile à ce moment que j'ai entendu des pneus crisser sur le gravier dehors, puis la portière de la voiture de maman claquer. Je suis sorti de la cuisine en essayant d'avoir l'air aussi naturel que possible. Maman est entrée, son sac à main d'une main, un café à emporter de l'autre. Elle m'a gratifié d'un grand sourire et a annoncé qu'elle avait une idée géniale. Emmener Amelia se faire les ongles comme une grande. Elle pourrait avoir les mêmes. Ce serait adorable. Sa voix trahissait cette excitation qu'elle a toujours avant de dépenser de l'argent. J'ai fait semblant d'être ravi. Elle est partie chercher Amelia dans sa chambre et moi, j'ai resserré les bretelles de mon sac. Maman n'imaginait pas une seconde ce qui se préparait pour le soir même. Aucune idée pour les histoires de dealers, pour l'ultimatum, rien du tout. Elle ne pensait qu'aux couleurs de vernis alors que tout s'apprêtait à exploser. Elles sont parties 20 minutes plus tard. Je les ai regardées par la fenêtre pendant que maman attachait Amelia dans son siège auto, puis leur départ a rendu la caravane soudain silencieuse, presque irréelle. Je me suis affalé sur le canapé, mon sac toujours sur le dos. L'horloge au mur résonnait dans le silence. 15 minutes ont passé avant que j'entende quelqu'un sur le perron. Ace est entré sans un mot, a traversé le couloir droit vers la chambre de maman. Je l'ai suivi, planté dans l'embrasure, et je l'ai regardé fouiller dans les tiroirs de la commode, l'un après l'autre, soulevant les vêtements, vérifiant en dessous. Dans le dernier tiroir, il a mis la main sur une liasse de billets serrée par un élastique. Il l'a sorti, a compté lentement, les lèvres bougeant sans un bruit. Quand il a eu fini, il est resté là, à fixer l'argent dans ses mains. Puis, il a lâché, le ton plat, ce n'est même pas le quart de ce qu'il faut. J'ai demandé combien il y avait. Il a répondu, peut-être 200 $. Il en fallait 3000. Il a remis l'argent exactement comme il l'avait trouvé et refermé le tiroir. Ace m'a enfin regardé. Son visage avait changé, je n'arrivais pas à dire comment, mais il était d'un calme étrange, plus inquiétant que ses crises. Il m'a dit, ce soir après le dîner, tu emmènes Amelia chez Chuck. Peu importe ce qui se passe, vous restez là-bas. Sa voix n'a pas tremblé une seule fois. J'ai demandé ce qu'il comptait faire. Il a juste secoué la tête et ajouté « Si jamais ça tourne mal, Chuck saura quoi faire. » J'aurais voulu poser 1000 questions, mais la façon dont il me regardait m'a coupé toute envie d'insister. Il est sorti de la chambre et je l'ai entendu refermer la porte de la salle de bain derrière lui. 1 heure plus tard, maman et Amelia sont revenues. Je les ai entendues rire avant même de les voir. Elles sont entrées, toutes fières de montrer leurs ongles, roses vifs et paillettes à gogo. Maman n'arrêtait pas de dire à quel point elles étaient adorables ensemble. Elle a demandé où était Ace, j'ai répondu qu'il était dans sa chambre. Elle n'a même pas remarqué que j'étais toujours avachi sur le canapé avec mon sac sur le
le dos. Elle a sorti son téléphone, commandé des pizzas, sous prétexte de fêter leur après-midi mère-fille. Amelia s'est calée contre moi sur le canapé pour me montrer ses ongles de plus près. Je lui ai dit qu'ils étaient super jolis. Mon sac à dos me pesait lourd sur les épaules. Quand la pizza est arrivée, maman nous a tous installés autour de la petite table de la cuisine et ne cessait d'essayer de faire sourire Ace. Elle lui a demandé de dire à Amelia que ses ongles étaient beaux. Ace a regardé les mains de sa sœur et, d'une voix mécanique, a murmuré qu'ils étaient très réussis. Le sourire de maman s'est figé. Elle a demandé à Ace ce qui n'allait pas. Il a seulement dit qu'il était fatigué. Maman s'est un peu raidie en rétorquant qu'il devrait s'estimer heureux d'avoir une mère aussi patiente. La plupart des mamans ne toléreraient pas qu'on fasse la tête à table. Ace s'est contenté d'hocher la tête et de croquer dans sa pizza du bout des lèvres, mâchant lentement, comme si chaque bouchée lui coûtait. Maman continuait de raconter son passage à l'Institut de beauté, la gentillesse de l'esthéticienne, et disait qu'elle comptait bien y retourner la semaine suivante. Personne n'a ajouté un mot. Après le dîner, elle a proposé à Ace de venir regarder la télé avec elle, tapotant le coussin à côté pour qu'il s'installe. Je me suis levé et j'ai prétexté emmener Amelia voir le nouveau chiot de Chuck, juste à côté. Maman m'a à peine adressé un regard, tout entière concentrée sur Ace pour qu'il s'assoie. Elle a simplement dit d'accord, mais de rentrer avant l'heure du coucher. Ace m'a lancé un regard rapide, hochant la tête de façon si discrète que j'ai failli passer à côté. C'était bien son intention. J'ai pris la main d'Amelia et attrapé mon sac à dos, puis on est sorti par la porte d'entrée et descendu les marches. Le soleil déclinait déjà, le ciel virait à l'orange. La caravane de Chuck était collée à la nôtre. J'ai frappé, puis attendu. Il a ouvert, l'air étonné. Un homme plus âgé, cheveux gris, chemise à carreaux. Il nous a détaillé, Amelia et moi, avant de demander ce qu'on voulait. J'ai soufflé qu'Ace avait dit d'amener Amelia ici, et qu'on devait rester. Aussitôt, le visage de Chuck a changé, les sourcils froncés, la bouche soudain sérieuse. Il a ouvert la porte plus largement et nous a fait entrer. Amelia a demandé où était le chiot. Chuck avait l'air complètement perdu et j'ai compris qu'il n'y en avait jamais eu. Je lui ai dit « Désolé, j'ai inventé cette histoire pour que maman accepte qu'on vienne. » Il a proposé à Amelia de regarder des dessins animés à la télé, l'a conduite au salon, allumé la télé et mis une chaîne pour enfants. Ensuite, il m'a fait signe de le suivre dans la cuisine, hors de portée d'oreille d'Amelia. J'ai tout déballé, rapidement, à voix basse. Les types, la dette, la marchandise que maman avait jetée dans les toilettes, Nicolas, les menaces, et que ce soir, c'était l'ultimatum. Ace qui faisait des livraisons depuis des mois, et maman qui prenait tout l'argent. Tout sortait pêle-mêle, sans ordre. Je voyais Chuck se fermer un peu plus à chaque phrase. Quand j'ai fini, il a sorti son téléphone et a dit « Là, c'est bien au-delà de ce qu'un voisin peut gérer. J'appelle la police. » J'avais la gorge nouée, à la fois soulagée qu'un adulte prenne enfin les choses en main et terrifiée de ce qui allait s'en suivre. Chuck a composé le 17, s'est présenté à la standardiste, donné notre adresse et expliqué qu'il y avait une situation dangereuse, avec des mineurs concernés. C'est à ce moment-là qu'on a entendu du bruit dehors. Une voiture s'est arrêtée, moteur coupé, des portières qui claquent, des voix qui passent à travers les cloisons fines entre les caravanes. J'ai reconnu celle de Nicolas qui parlait à quelqu'un d'autre. Ils se sont approchés de notre porte, leurs pas crissent sur le gravier. Chuck m'a regardé, puis a dit à Amelia et à moi de ne surtout pas sortir. Il est allé verrouiller la porte d'entrée, tout en restant en ligne avec le 17, expliquant que la situation dégénérait. J'étais pétrifié dans la cuisine, à écouter Nicolas tambouriner contre notre porte. J'entendais la voix de maman, haute, un peu perdue, qui demandait ce qui se passait et qui venait frapper chez nous à cette heure. Nicolas lançait que son fils lui devait de l'argent et qu'elle devait faire venir Ace immédiatement. Aussitôt, le ton de maman a changé. Elle s'est braquée, s'est mise à crier, demandant de quel argent il parlait et pour qui il se prenait à venir ainsi chez elle. J'ai perçu des pas à l'intérieur de la caravane, puis la porte s'est ouverte un peu plus. La voix d'Ace était basse, presque couverte par le mur. Il disait à maman de rentrer. Elle répétait, paniquée, ce qui se passait, et Ace insistait pour qu'elle rentre tout de suite. Nicolas n'a pas laissé finir, annonçant que la dette était passée à 4 000 $ à cause du retard et des intérêts, d'un ton glacial, tout en contrôle. La réponse d'Ace était si faible que je l'entendais à peine. Il n'avait pas une telle somme. Nicolas a éclaté de rire et a ajouté qu'ils allèrent se faire payer autrement. Alors, Chuck, toujours le téléphone à l'oreille, écoutait la standardiste qui l'assurait que la police arriverait d'ici 5 minutes et lui demandait de rester en ligne. Il a hoché la tête, même si elle ne le voyait pas, et n'a pas lâché son téléphone. À travers la cloison, j'ai entendu la voix de maman s'élever encore. Elle voulait savoir ce que Nicolas voulait dire par là, et dans quoi Ace s'était embarqué. Nicolas a répondu quelque chose que je n'ai pas compris, et maman s'est mise à hurler, sommant Nicolas de s'éloigner de son fils. Il a de nouveau ri, puis déclaré qu'Ace travaillait pour lui depuis des mois. Elle croyait quoi? Que les nouveaux vêtements, les ongles faits et la nourriture de marque, ça venait d'où? Maman a poussé un cri étranglé, comme si elle venait de recevoir un coup. Ace essayait de parler, mais les cris de maman couvraient tout. Elle hurlait à Nicolas de partir, de quitter sa propriété. Nicolas lui a alors lancé qu'elle n'avait qu'à demander à Ace ce qu'il livrait à 3 heures du matin.
Ses mots sont restés en suspens, et tout s'est figé. J'entendais Ace tenter de s'expliquer à voix brisée. Il répétait qu'il voulait juste aider la famille. Nicolas l'a coupé net, annonçant que le temps était écoulé. Il y a eu un bruit, comme si quelqu'un s'emparait de quelque chose, et Ace a crié. Maman, sa voix plus forte que jamais, a menacé d'appeler la police. Nicolas s'est moqué d'elle, disant qu'elle pouvait bien le faire, que les flics seraient sûrement ravis de savoir d'où venait tout cet argent et comment un gamin de 12 ans pouvait ramener des milliers d'euros à la maison. La voix de maman s'est brisée. Elle a murmuré quelque chose que je n'ai pas compris. Nicolas a répondu. Alors, ce serait peut-être mieux de vous taire et de laisser les adultes régler tout ça. C'est là qu'Ace a crié, la voix tremblante, pleine de désespoir. Ma mère ne sait rien, a-t-il dit. Je lui ai menti, je lui ai raconté que j'avais un petit boulot. Elle pensait que je bossais dans un resto. Elle est innocente. Elle n'avait aucune idée de ce que je faisais. Un bruit de sanglots est monté de maman. Nicolas s'est amusé de la scène, trouvant ça touchant, mais rappelant que la dette s'en fichait de qui savait quoi. Il a répété qu'Ace devait 4 000 € et que si ce n'était pas en liquide, il trouverait bien une autre façon de se rembourser. Dehors, j'ai entendu le bruit d'un moteur et tout mon corps s'est tendu. Je m'attendais à voir d'autres types débarquer pour prêter main forte à Nicolas. Requested Reds est désormais sur Spotify, vous trouverez le lien dans la description ou en commentaire. Chuck a dû avoir la même idée, car il a resserré sa main sur mon épaule. Mais à ce moment-là, une voix s'est fait entendre. Elle s'est présentée comme la police et a ordonné à tout le monde de rester sur place. Chuck a poussé un long soupir à côté de moi en me serrant l'épaule. L'opératrice au téléphone nous a annoncé que les agents venaient d'arriver. Par la fenêtre du salon de Chuck, j'apercevais les éclairs rouges et bleus des gyrophares qui illuminaient le côté de notre caravane. La voix du détective Derek a résonné dans la nuit. Il voulait savoir ce qui se passait ici et a demandé à Nicolas de ne pas bouger. Nicolas a répondu qu'il partait, qu'il n'y avait aucun souci. Derek lui a ordonné d'arrêter d'avancer et de bien mettre ses mains en évidence. Une autre voiture de police s'est garée et un deuxième agent en est sorti. Je regardais par la fenêtre tandis qu'il séparait tout le monde. Nicolas se tenait près de sa voiture, les mains bien visibles. Son complice, que je n'avais même pas remarqué jusque-là, était appuyé contre la portière côté passager. Ace, lui, était planté sur les marches de la caravane, les bras croisés contre lui. Maman était à côté, en pleurs. Derek passait de l'un à l'autre, posant des questions, son carnet à la main. Il a demandé à Nicolas ce qu'il faisait là. Nicolas a répondu qu'il discutait simplement avec un ami. Derek s'est alors tourné vers Ace pour lui demander si c'était vrai, mais Ace a secoué la tête. Le deuxième agent parlait avec maman, qui gesticulait dans tous les sens. Une autre voiture s'est arrêtée et j'ai tout de suite reconnu la berline de Noël. Elle est descendue en vitesse et s'est précipitée vers Ace. Je me suis dit qu'Allison avait dû l'appeler juste après que j'ai parlé du téléphone dans son bureau. Noël a rejoint Ace et s'est mise à lui parler doucement. Je ne distinguais pas ce qu'elle lui disait, mais je voyais Ace qui ne cessait de secouer la tête. Noël a continué à lui parler et a posé délicatement la main sur son épaule. Ace s'est mis à trembler de tout son corps. Puis, il a fondu en larmes, ses épaules secouées par les sanglots, le visage enfoui dans ses mains. Noël s'est rapproché, lui a dit autre chose, et Ace a fini par acquiescer. On a frappé à la porte de Chuck. Il m'a dit de rester derrière lui et est allé ouvrir. Derek se tenait là, carnet à la main. Il a demandé s'il pouvait me parler, et Chuck a répondu qu'il resterait là. Derek a accepté, disant que ça lui allait. Il m'a demandé mon nom, que je lui ai donné, puis il a voulu savoir ce que je savais de ce qui s'était passé ce soir. Je lui ai expliqué pour le téléphone jetable trouvé dans mon sac à dos comment Ace l'avait caché sous le carrelage de la salle de bain et les messages de menaces envoyés par Nicolas à propos d'Amelia. J'ai précisé que j'avais pris des photos avec l'ancien appareil photo de maman parce que je pensais que quelqu'un devait les voir. Plus je parlais, plus le visage de Derek se fermait et il notait de plus en plus vite dans son carnet. Quand j'ai eu terminé, il m'a demandé s'il pouvait prendre le téléphone et l'appareil photo comme preuve. J'ai hoché la tête et je suis allé récupérer mon sac à dos près du canapé de Chuck. Amelia dormait toujours là, la télé diffusant en sourdine des dessins animés. J'ai ouvert doucement le sac pour ne pas la réveiller. Le téléphone était enveloppé dans un sac plastique au fond, l'appareil photo dans la poche latérale. J'ai remis le tout à Derek, qui m'a remercié et m'a dit que j'avais eu raison de les garder à l'abri. Il a placé les objets dans des sachets de preuves transparents, inscrivant des étiquettes au marqueur. Chuck a demandé ce qui allait se passer à présent. Derek a répondu qu'ils emmenaient Nicolas pour l'interroger, notamment pour mise en danger d'enfants, et que les services sociaux étaient déjà là pour prendre en charge la famille. Il a ajouté en me regardant qu'un détective aurait besoin d'un témoignage complet de ma part le lendemain, mais que pour ce soir, il valait mieux que je reste chez Chuck où je serais en sécurité. Je regardais par la fenêtre pendant que le deuxième agent emmenait Nicolas jusqu'à la voiture de police, garée sous le lampadaire. Nicolas parlait fort, rapidement. Il répétait qu'Ace était venu lui demander du travail, qu'il n'avait jamais forcé un enfant à quoi que ce soit. L'agent lui a rappelé qu'il avait le droit de garder le silence et que ce serait sûrement préférable.
Derek, carnet en main, restait à côté et a conseillé à Nicolas de garder ses explications pour son avocat. Nicolas a haussé le ton quand l'agent a ouvert la portière arrière en lançant que les jeunes feraient n'importe quoi pour de l'argent et qu'il ne pouvait pas deviner qu'Ace n'avait que 12 ans. L'agent lui a posé la main sur la tête et l'a guidé sur la banquette arrière. La porte s'est refermée et la voix de Nicolas n'était plus qu'un murmure étouffé, mais je le voyais continuer à parler derrière la vitre. Il avait les mains menottées dans le dos et se penchait sans arrêt pour essayer de voir ce qui arrivait à Ace et à maman. Les gyrophares continuaient de balayer toutes les caravanes de leurs éclairs rouges et bleus, et je voyais des rideaux s'agiter, signe que les voisins épiaient la scène. Maman était maintenant assise sur les marches de notre caravane, les épaules basses, la tête dans les mains, se balançant lentement d'avant en arrière. Un agent se tenait près d'elle, carnet prêt, lui posant des questions. Je n'entendais pas grand-chose, mais, de temps en temps, la voix de maman perçait suffisamment pour m'arriver. Elle répétait qu'elle pensait qu'Ace avait trouvé un vrai boulot, qu'un homme lui avait proposé de l'aider pour des livraisons. L'agent lui a demandé de quel genre de livraison il s'agissait, et maman a avoué qu'elle n'en savait rien, qu'elle n'avait pas cherché à savoir, tellement ils avaient besoin d'argent. Sa voix était faible, brisée, rien à voir avec le ton sec et dur qu'elle prenait à la maison. Elle pleurait et s'essuyait le visage du revers de la manche. L'agent continuait à noter et à poser d'autres questions. Maman a montré notre caravane en parlant des factures, du chauffage en panne, des médicaments d'Amelia. Elle disait qu'elle essayait juste de nourrir et de protéger ses enfants. Le visage de l'agent ne laissait rien paraître. Il écrivait simplement, imperturbable. Noël a ensuite traversé l'allée de gravier vers Ace, qui restait planté près de la caravane. Il avait les bras croisés, le regard fixé au sol. Noël lui a murmuré quelque chose, posant doucement la main sur son épaule. Ace secouait la tête encore et encore, mais elle continuait à lui parler, et je l'ai vu désigner la caravane de Chuck, là où nous étions. Ace leva les yeux vers la fenêtre de chez Chuck et croisa mon regard à travers la vitre. Son visage s'effondra d'un coup, comme un sac en papier qu'on écrase du poing. Noël le prit par l'épaule et l'entraîna dans l'allée, montant les marches de la caravane. Chuck ouvrit la porte et s'effaça pour les laisser entrer. Ace s'arrêta net en nous voyant, Amelia et moi assises sur le canapé. Sa bouche s'entr'ouvrit, mais aucun son n'en sortit d'abord. Puis il finit par dire qu'il était désolé. Il l'a répété encore et encore, la voix brisée à chaque mot. Amelia, qui somnolait, se redressa et se frotta les yeux. Elle fixa Ace et lui demanda d'une toute petite voix s'il avait des problèmes. Noël se mit à genoux devant elle pour être à sa hauteur et lui répondit qu'Ace allait s'en sortir, que désormais, ce seraient les adultes qui prendraient soin de lui. Amelia demanda si Ace devait partir, et Noël confirma, mais seulement pour un petit moment, le temps de le protéger. Ace se couvrit le visage de ses mains, les épaules secouées de sanglots. Chuck posa une main sur lui et le conduisit jusqu'au fauteuil près de la fenêtre. Derek revint quelques minutes plus tard et demanda à parler à Noël et Chuck dans la cuisine. Je restais avec Amelia et Ace sur le canapé. À travers la porte, j'entendais Derek expliquer qu'il fallait emmener Ace au commissariat pour qu'il puisse tout raconter, que c'était une mesure de protection, pas une punition. Il ajoutait qu'il fallait aussi un examen médical et que tout devait être consigné comme il faut. La voix de Noël ajoutait qu'elle enclenchait une procédure d'urgence pour qu'Amelia et moi soyons protégés. Elle expliquait que la maison n'était plus sûre pour nous et qu'on allait devoir être placés ce soir. Maman a dû entendre cela, car sa voix s'est élevée d'un coup dehors, forte et indignée. Elle criait qu'elle était notre mère, qu'il n'avait pas le droit de lui prendre ses enfants. L'agent tentait de lui parler, mais maman ne cessait de couper la parole, répétant qu'elle n'avait rien fait de mal, qu'elle ignorait ce qu'Ace avait vraiment fait. Elle devenait de plus en plus paniquée, la voix brisée par l'angoisse. L'agent, lui, gardait un ton calme et posé. Il lui expliqua qu'elle était arrêtée pour mise en danger de mineurs et entrave à l'enquête, qu'elle avait empêché la conseillère scolaire et les services sociaux de rencontrer Ace lors des contrôles. Maman s'est tue d'un coup, comme si on avait coupé le son. Je l'ai vue depuis la fenêtre de Chuck, le visage soudain livide, fixant notre caravane. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. L'agent lui prit doucement le bras et l'aida à descendre les marches, lui lisant ses droits tout en sortant les menottes. À ce moment-là, maman s'est effondrée, en larmes, encore plus qu'avant. Elle appelait Ace, jurant qu'elle n'avait jamais voulu en arriver là, qu'elle voulait juste nous protéger et garder la famille réunie. Ace restait assis dans le fauteuil, la tête dans les mains, refusant de regarder vers la fenêtre où se trouvait maman. Derek accompagna maman jusqu'à la deuxième voiture de police, mais elle ne cessait de pleurer et de parler, répétant le nom d'Ace comme une incantation. Il lui ouvrit la porte arrière et l'aida à monter. Par la vitre, maman pleurait toujours alors que la voiture s'éloignait, le visage contre la fenêtre, regardant la caravane s'effacer. Les gyrophares disparurent au bout de la rue et, d'un coup, le silence est tombé, pesant. Noël revint dans le salon, téléphone en main, et se mit à passer des appels, expliquant la situation à tour de rôle et cherchant une solution d'hébergement en urgence. Elle dit à Chuck qu'on devrait sans doute rester chez lui cette nuit en attendant de trouver mieux. Chuck répondit qu'il n'y avait pas de souci, qu'il avait une chambre en plus, qu'on pouvait rester autant qu'il faudrait. Un regard bienveillant tourné vers Amelia et moi. Épuisée par les événements, Amelia dodelinait de la tête, les paupières lourdes. Je l'ai prise contre moi pour qu'elle puisse s'appuyer. Noël tournait en rond dans le petit salon, répétant des mots comme fratrie, accueil d'urgence, même école.
Au bout d'1 heure environ, elle revint vers moi et m'annonça qu'une famille d'accueil pouvait m'accueillir temporairement. Elias et Mandy Williamson, qui habitaient à 15 minutes d'ici, allèrent venir me chercher ce soir. Elle cherchait encore une solution pour Amelia, mais il était possible qu'elle doive aller ailleurs, parce que peu de familles pouvaient en prendre une petite de 4 ans à l'improviste. J'avais la gorge nouée, impossible de respirer un instant. J'ai demandé d'une voix étranglée si on allait être séparés, Amelia et moi. Noël s'assit près de moi et me promit qu'elle ferait tout pour qu'on puisse se voir souvent, que maintenir le lien entre frères et sœurs était une priorité. Elle expliqua que ce placement d'urgence n'était là que pour nous protéger cette nuit, que des mesures plus pérennes seraient prises dans les jours à venir, le temps que la situation soit étudiée à fond et que le but était de garder les fratries réunies autant que possible. J'ai hoché la tête, le cœur au bord des lèvres, incapable de dire quoi que ce soit. Amelia dormait déjà contre mon épaule et je n'avais pas le courage de la réveiller pour lui annoncer qu'on allait sans doute être séparés. 20 minutes plus tard, une voiture entra dans l'allée. Un homme et une femme en descendirent et montèrent jusqu'à la porte. Chuck les présenta simplement, Elias et Mandy. Ils avaient l'air doux, un sourire discret, la voix posée. Mandy s'accroupit près du canapé et me salua gentiment, précisant qu'ils avaient une chambre prête et qu'on pourrait s'arrêter en route si j'avais besoin de quoi que ce soit. Elias demanda si j'avais des affaires ou des vêtements dans la caravane à prendre. Noël dit qu'elle viendrait avec nous pour m'aider à faire un sac. Rentrer dans notre caravane paraissait irréel, comme marcher dans un rêve. Quelques heures plus tôt, on mangeait de la pizza devant la télé, tout semblait normal. Maintenant, la police était venue, maman arrêtée, Ace au commissariat. Les petits flacons de vernis qu'Amelia et maman avaient sortis plus tôt traînaient encore sur le lavabo. Et les sacs de courses que maman avait ramenés cet après-midi étaient toujours là, par terre, près du canapé. Le sac à dos d'Ace traînait près de la porte, là où il l'avait laissé en arrivant. Je suis allé dans la chambre que je partageais avec lui et j'ai sorti mon sac de voyage de sous le lit. Sans trop réfléchir, j'ai attrapé quelques vêtements et les ai fourrés dedans, peu importe lesquels. Mandy a essayé de m'aider à plier mes affaires pour que tout tienne mieux. Elle m'a demandé si j'avais pris une brosse à dents et un pyjama. J'ai fait oui de la tête et je les ai ajoutés. Elias a pris la photo encadrée sur la commode, celle où on voit Ace, Amelia et moi, il y a 2 ans au parc, et il m'a demandé si je voulais l'emmener. J'ai répondu oui. J'avais l'impression d'agir en pilote automatique, comme si tout se passait sous l'eau. Pendant que je fermais mon sac, Derek est arrivé, s'est accroupi devant moi pour être à ma hauteur et m'a dit « Ce que tu as fait en prévenant Allison et en lui donnant les preuves a sûrement sauvé la vie d'Ace. » Puis il a ajouté « Nicolas a des antécédents de violence. Les menaces étaient sérieuses. Ils ont même trouvé des armes dans sa voiture au moment de l'arrestation. » J'ai hoché la tête, sans pour autant me sentir particulièrement courageux. J'étais vidé, mort de peur et rongé par la culpabilité, comme si j'étais fait de plomb. Elias a pris mon sac et Mandy m'a effleuré l'épaule en disant doucement « On y va ». Sortir de la caravane m'a donné une drôle de sensation, comme si je laissais derrière moi un bout de moi-même, même si rien ne me retenait plus ici. Les voitures de police avaient disparu, et tout était redevenu silencieux, à part un chien qui aboyait au loin. Je me suis installé à l'arrière de leur voiture, et j'ai regardé la caravane s'éloigner dans la vitre, jusqu'à ce qu'elle disparaisse au détour d'un virage. Chez les Williamson, c'était un quartier ordinaire, avec des maisons, des trottoirs, des lampadaires qui marchaient. Mandy s'est garée dans l'allée et m'a emmené à l'intérieur, dans une petite chambre toute propre avec des draps frais et une veilleuse branchée. Ça sentait la lessive, pas l'humidité. Mandy m'a proposé « Tu veux un petit quelque chose à grignoter ?» J'ai décliné, mais elle m'a quand même préparé un sandwich au beurre de cacahuète avec des tranches de pommes. Elias s'est assis avec moi dans la cuisine et m'a expliqué, d'une voix douce, les règles de la maison. Les soirs de semaine, on va au lit à 9h. Il faut faire les devoirs avant de regarder la télé et tu nous dis si tu as besoin de quoi que ce soit. Le week-end, c'est plus cool. On fait souvent une sortie, genre parc ou glace. Tout me paraissait irréel, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre. J'ai mangé la moitié de mon sandwich, puis Mandy m'a montré la salle de bain et m'a tendu une brosse à dents toute neuve, emballée. Elle m'a dit « Bonne nuit » et a laissé la porte entrouverte pour que la lumière du couloir filtre un peu. J'ai enfilé mon pyjama et je me suis glissé sous les draps propres. Le matelas était doux, pas de ressorts qui piquent. Je suis resté là, à fixer le plafond sans réussir à dormir. Mon esprit me repassait en boucle des images d'Ace au poste, d'Amelia entourée d'inconnus, de maman en cellule. Je ne savais plus si j'avais sauvé ou détruit notre famille. Je revoyais sans arrêt le visage d'Ace quand ils l'ont emmené dans la voiture de police et celui de maman en larmes sous les menottes. Les mêmes questions sans réponse tournaient dans ma tête pendant des heures. Dans la pénombre, la veilleuse projetait des ombres sur le mur qui ressemblaient à des silhouettes. J'entendais une horloge quelque part et Elias toussait dans une autre pièce. Vers 4 heures du matin, l'épuisement a fini par l'emporter et je me suis endormi. Au réveil, le soleil filtrait par la fenêtre et Mandy tapait doucement à la porte. Elle m'a dit « Il est temps de te préparer pour l'école. Je t'emmène pour que tu ne rates pas les cours. » J'ai enfilé des vêtements tout froissés sortis de mon sac. Mandy m'a fait avaler des céréales et du pain grillé, même si j'avais l'estomac noué. Le trajet jusqu'à l'école s'est fait en silence, à part la radio qui diffusait une émission de débat. À l'entrée, Allison m'attendait. Elle s'est approchée et a dit à Mandy
Je vais l'emmener à mon bureau avant les cours. Dans son bureau, elle s'est assise en face de moi et m'a dit « Ace va bien physiquement. Il est vu par des médecins et des psychologues. Tu as été incroyablement courageux et rien de tout ça n'est de ta faute. » J'aurais voulu la croire, mais j'avais du mal tant que c'était moi qui avais parlé. Elle m'a demandé comment j'avais dormi. J'ai menti. Bien. Elle m'a donné un mot pour aller en cours et m'a accompagné jusqu'à la porte de la classe. Ma prof m'a vu entrer. Son visage s'est immédiatement radouci. Elle ne m'a rien demandé de la matinée et m'a laissé tranquille à mon bureau. J'étais incapable de me concentrer. Les mots au tableau se mélangeaient. J'oubliais tout le temps sur quelle page on était. À midi, je me suis assis seul à une table, incapable de faire semblant alors que tout venait de s'effondrer. Un garçon de ma classe est venu me demander pourquoi je n'étais pas là la veille. J'ai répondu « Des histoires de famille ». Il a hoché la tête et s'est éloigné. J'ai à peine touché à mon repas. J'ai tout jeté ou presque. L'après-midi n'a pas été plus facile. Impossible de fixer mon attention sur quoi que ce soit. Après l'école, je me suis dirigé vers l'endroit où on attend les voitures, persuadé de voir Mandy arriver. Mais c'est Noël qui était là, appuyée contre sa voiture. Elle m'a fait signe avec un sourire et j'ai senti mon cœur se serrer, craignant une mauvaise nouvelle. En m'approchant, elle m'a annoncé « J'ai une bonne nouvelle ». J'ai trouvé une famille d'accueil qui peut accueillir Amelia et toi ensemble. Chez les Williamson, c'était juste pour dépanner une nuit, mais dès demain, vous serez chez des gens habitués à prendre des frères et sœurs. J'ai ressenti un tel soulagement que j'ai failli pleurer sur le trottoir. J'allais retrouver Amelia. Je n'aurais plus à m'inquiéter qu'elle soit seule chez des inconnus. Noël m'a emmenée de l'autre côté de la ville, là où Amelia avait passé la nuit. Dès que je suis entrée, elle m'a vue et a traversé la pièce en courant, en pleurant. Je l'ai prise dans mes bras, elle s'est serrée contre moi, enfouissant son visage dans mon épaule. Elle a demandé « Quand est-ce qu'on rentre à la maison ?» Je n'ai pas trouvé quoi répondre. La gorge serrée, je l'ai juste serrée encore plus fort. Noël s'est accroupi près de nous et a dit d'une voix douce « Vous allez vivre chez une famille très gentille pendant quelque temps, le temps que tout s'apaise. » Amelia s'est inquiétée. Ace sera là et Noël a répondu « Pas encore, mais vous le reverrez très bientôt. » Ce soir-là, elle nous a conduits chez notre nouvelle famille d'accueil. Harold, plutôt imposant avec ses cheveux gris, et Rosemary, lunettes sur le nez et un air chaleureux, nous attendaient avec un sourire rassurant. Ils nous ont montré notre chambre, où 2 lits étaient déjà faits, des peluches rangées sur les étagères, comme si on était attendus depuis longtemps. Rosemary nous a fait faire le tour de la maison en expliquant « Ici, on dîne tous ensemble à 6 heures. » Harold a ajouté « Vous êtes ici en sécurité, et on est ravis de vous accueillir. » L'odeur de biscuits tout juste sortis du four flottait dans la maison, et sur les murs, des photos montraient d'autres enfants, sûrement passés par là avant nous. La première semaine, on a trouvé nos marques dans ce quotidien un peu étrange. On continuait d'aller à l'école, mais on rentrait dans une autre maison, dans un autre quartier. Tous les soirs, Rosemary préparait le dîner. Personne n'était obligé de partager son assiette, ni de se coucher en ayant faim. Harold m'aidait à faire mes devoirs sur la table de la cuisine, sans insister ni poser de questions gênantes sur nos parents. Peu à peu, Amelia a recommencé à dormir toute la nuit, sans larmes ni cauchemars. On avait chacun un vrai lit, des vêtements propres et même nos propres brosses à dents. Mais tout ça nous semblait presque irréel, comme si on n'avait pas vraiment le droit à cette vie normale après ce qu'on avait vécu. Au bout de 8 jours, Noël est venue nous chercher à la sortie de l'école et nous a emmenés dans un bâtiment du centre-ville. Elle nous a expliqué que c'était un centre où l'on pouvait voir Ace sous surveillance. J'avais le ventre noué tout le long du trajet. À l'intérieur, une femme nous a conduits dans une pièce avec une table, quelques chaises et des jouets dans un coin pour les plus petits. Puis Ace est entré, accompagné d'une autre femme, et j'ai eu du mal à le reconnaître. Il avait repris un peu de poids, ses traits étaient moins tirés, et il avait meilleure mine. Quand il nous a vus, son visage s'est décomposé. Il s'est jeté sur nous et nous a serrés dans ses bras comme s'il voulait jamais nous lâcher, en répétant qu'il était désolé encore et encore. Amelia l'a serré fort et lui a demandé pourquoi il était parti. Je lui ai dit qu'il nous avait sauvés, et là il s'est effondré en larmes, secoué de sanglots. La surveillante restait discrètement en retrait, nous laissant un peu d'intimité. Ace a essuyé ses larmes et nous a demandé comment ça se passait, si Harold et Rosemary étaient gentils avec nous. Je lui ai répondu qu'ils étaient vraiment adorables et qu'on avait même notre propre chambre. Il avait l'air soulagé. On s'est installé autour de la table et Amelia lui a montré un dessin fait à l'école. Ace l'a regardé longuement, puis lui a dit que c'était magnifique. Pendant 1 heure, on était restés tous les 3, comme si c'était une visite ordinaire, sauf qu'il y avait cette femme qui nous observait, ces murs blancs et l'impossibilité de repartir ensemble. Avant de partir, Ace nous a encore pris dans ses bras et nous a promis de revenir la semaine suivante. Le quitter, sortir de ce bâtiment sans lui, c'était comme le perdre une nouvelle fois. La semaine suivante, Noël nous a raccompagnés au centre et Ace nous attendait déjà dans la même salle. Il avait encore changé. Il semblait bien mieux, reposé, comme s'il avait enfin retrouvé un peu d'appétit et de sommeil. Son visage s'était éclairci, il avait l'air moins épuisé. La surveillante était toujours là, discrète.
et Ace s'est installé en face de nous. Il nous a expliqué qu'il suivait un programme de réinsertion, qu'il n'allait pas être poursuivi parce que Derek et le procureur avaient compris qu'on lui avait mis la pression. Il devait suivre 2 séances de conseil par semaine et faire des travaux d'intérêt général le samedi, mais s'il s'y tenait, il n'aurait pas de casier. Sa voix était basse en nous racontant tout ça, mais j'y ai perçu une lueur d'espoir, comme si, peut-être, tout pouvait s'arranger. Il a dit que sa conseillère l'aidait à comprendre que ce que maman avait fait, ce n'était pas normal, et qu'il n'était pas responsable de tout porter sur ses épaules. Pendant qu'on parlait, Amelia dessinait et montrait ses œuvres à Ace, qui les admirait avec attention en la félicitant à chaque fois. Puis, il s'est penché vers nous, visiblement ému, et nous a dit qu'il avait quelque chose d'important à nous dire au sujet de papa. Grâce à une assistante sociale du centre, il avait pu consulter des dossiers et ils essayaient de retrouver papa pour voir s'il pouvait s'occuper de nous. Papa avait toujours payé une pension dès qu'il le pouvait et cherchait à prendre de nos nouvelles depuis des années. Maman nous avait fait croire qu'il nous avait abandonnés, alors qu'en fait, elle avait tout fait pour le tenir à l'écart, allant jusqu'à dire au tribunal qu'il était dangereux, ce qui était faux, et à brûler ses lettres avant qu'on puisse les lire. En l'écoutant, je sentais la colère et la tristesse monter en pensant à ces années perdues, à croire que papa ne voulait plus de nous. Amelia a alors demandé de qui on parlait, et j'ai dû lui expliquer qu'on avait un papa qui voulait nous voir, mais elle ne s'en souvenait pas, elle n'avait qu'1 an quand il est parti. 2 semaines après tout ce qui s'était passé avec la police et l'arrestation de maman, Noël nous a accompagnés au tribunal du centre-ville pour une audience sur la garde provisoire. On a passé les portiques de sécurité, puis attendu sur des bancs durs dans le couloir. Maman était là, avec un avocat visiblement épuisé et une vieille mallette cabossée à la main. Elle semblait plus petite que d'habitude, différente sans son maquillage ni ses jolis vêtements, vêtue simplement d'un t-shirt gris et les cheveux attachés en queue de cheval. Elle nous a aperçus et a voulu s'approcher, mais son avocat l'a retenue d'un geste. On est entré dans une salle d'audience lambrissée, avec un grand bureau surélevé où siégeait la juge, une femme à lunettes qui feuilletait un épais dossier pendant qu'on s'asseyait. Elle a lu les rapports de police, les conclusions des services sociaux, la déclaration d'Ace et les preuves tirées du téléphone que j'avais remis à Derek. L'avocat de maman a tenté de dire qu'elle avait fait de son mieux en tant que mère seule, mais la juge l'a coupé net d'un geste. Puis elle s'est tournée vers maman et lui a demandé si elle voulait ajouter quelque chose, mais maman s'est contentée de secouer la tête, muette. La juge, après avoir signé les documents, a confirmé que la garde provisoire restait en place. Maman n'a rien dit, elle était restée silencieuse, sans même protester. Son avocate lui a soufflé quelques mots à l'oreille et elle a simplement hoché la tête. Ensuite, la juge s'est adressée directement à elle, détaillant tout ce qu'elle devait faire. Interdiction totale de contact direct avec nous, ni lettre ni appel, obligation de passer une évaluation parentale pour prouver qu'elle comprenait ses erreurs, et même une évaluation sur les addictions, bien que les drogues n'aient jamais vraiment été son problème principal. Elle devait aussi entamer une thérapie et prouver qu'elle était capable de nous offrir un foyer sûr, avant même d'envisager un retour. La voix de la juge était ferme, mais sans hostilité. Maman, elle, a commencé à pleurer en silence, tout en acquiesçant. Quand la juge lui a demandé si elle comprenait, elle a soufflé un « oui » à peine audible. La voir pleurer m'a serré le ventre. J'étais à la fois triste pour elle et furieux contre elle. Malgré tout, c'était toujours ma mère. Une partie de moi avait envie de courir la prendre dans mes bras, l'autre n'avait plus envie de la revoir. Amelia, du haut de ses 4 ans, a fini par demander pourquoi tout le monde avait l'air si grave, et je ne savais absolument pas comment lui expliquer. Quelques jours plus tard, Noël est passé chez Harold et Rosemary après le dîner, pour nous parler, Amelia et moi. Elle nous a installés à la table de la cuisine et nous a annoncé que Nicolas avait accepté un accord de plaider coupable. Autrement dit, il reconnaissait ce qu'il avait fait et acceptait d'aller en prison sans passer par un procès. Il a été condamné à 5 ans pour trafic de drogue et pour avoir entraîné un mineur, c'est-à-dire Ace, dans cette histoire. Derek avait appelé Noël pour lui annoncer la nouvelle, et il voulait qu'on sache que Nicolas ne représenterait plus un danger de sitôt. Après son arrestation, ceux qui travaillaient avec lui avaient disparu, la police avait intensifié les surveillances près des caravanes, et les patrouilles s'étaient multipliées, rendant le trafic bien plus compliqué là-bas. J'ai ressenti un énorme soulagement en comprenant que Nicolas était enfin derrière les barreaux, incapable de nuire à Ace ou de nous menacer à nouveau. Amelia ne saisissait pas vraiment l'ampleur des choses, mais elle a compris en voyant le sourire de Noël que c'était une bonne nouvelle. 1 mois s'est passé chez Harold et Rosemary. On continuait d'aller à nos écoles. On voyait Ace chaque semaine lors des visites. Puis, un après-midi, Noël est arrivée chez nous, rayonnante. Elle nous a dit qu'elle avait une grande nouvelle, qu'on ferait mieux de s'asseoir. Elle avait retrouvé papa. Il vivait à 2 états d'ici, travaillait sur des chantiers et essayait d'économiser pour pouvoir demander notre garde. Mais jusque-là, il n'avait pas eu les moyens de prendre un avocat. Quand Noël a réussi à le joindre et à lui expliquer tout ce qui s'était passé avec maman, Ace et le reste, il a engagé un avocat dans la foulée. Il était sobre et stable depuis 3 ans, avait un emploi fixe, un appartement, et il voulait qu'on vienne vivre avec lui. Noël nous a raconté qu'il avait fondu en larmes au téléphone en apprenant que nous allions bien, qu'il avait demandé des nouvelles de chacun de nous en citant nos prénoms. Il versait une pension alimentaire dès qu'il le pouvait, et depuis des années,
Il cherchait à savoir où nous en étions, exactement comme Ace l'avait dit. Maman nous avait menti sur toute la ligne. Papa avait toujours essayé de rester présent dans nos vies, mais elle l'en avait empêché dès qu'elle en avait eu l'occasion. Noël nous a expliqué que tout n'était pas réglé. Il fallait une procédure, le juge devait vérifier que papa était bien capable de s'occuper de nous, mais elle était pleine d'espoir. Je ne savais pas trop quoi ressentir. Je n'avais presque aucun souvenir de papa, et pour Amelia, c'était un parfait inconnu. Pourtant, l'idée d'avoir un parent qui voulait vraiment de nous, qui ne comptait pas nous trahir, ça paraissait presque trop beau pour être vrai. 2 semaines plus tard, Noël nous a emmenés au centre de visite. Mais cette fois, ce n'était pas pour voir Ace, c'était pour rencontrer papa. J'avais l'estomac noué pendant tout le trajet. On nous a fait entrer dans une pièce différente de celle où on voyait Ace. Il y avait un canapé, quelques jouets, l'ambiance était plus détendue. Un homme est alors apparu et je l'ai reconnu grâce aux vieilles photos que maman gardait avant de toutes les jeter. Il était grand, les cheveux foncés un peu grisonnants, des rides autour des yeux. Il paraissait plus vieux, fatigué, mais quand il nous a vus, son visage s'est illuminé. Ses yeux sont devenus brillants, humides. Il s'est arrêté une seconde sur le pas de la porte, comme s'il ne savait pas comment réagir. Puis il s'est accroupi, à notre hauteur, et a prononcé nos prénoms. Il s'est excusé de ne pas avoir pu nous sortir de là plus tôt, a promis qu'il allait arranger les choses. Sa voix tremblait, on sentait qu'il était sincère. Amelia s'est d'abord cachée derrière moi, forcément puisqu'elle ne le connaissait pas, mais papa s'est montré patient, tout en douceur. Il n'a pas essayé de la forcer à venir dans ses bras, il lui a simplement parlé doucement, lui a tendu un ours en peluche. Petit à petit, elle s'est approchée, a accepté l'ours. Nous nous sommes installés sur le canapé, papa nous a posé des questions sur l'école, sur ce qu'on aimait faire. C'était maladroit, émouvant, un peu étrange, mais surtout, c'était vrai. La femme chargée de surveiller la visite nous observait sans nous coller, nous laissant de l'espace. Quand l'heure a été écoulée, papa nous a pris dans ses bras tout doucement, comme s'il avait peur de nous casser, et nous a promis de revenir vite. Pendant les 2 mois suivants, on a vu papa chaque semaine, le temps que les services sociaux fassent leurs enquêtes. Il a passé tous les contrôles, les visites à domicile. Une assistante sociale est passée voir son appartement, a pris des photos, écrit un rapport. L'appartement était petit, 2 chambres, une salle de bain, mais tout était propre, sûr. Les meubles étaient en vieux, mais fonctionnels. Il y avait de quoi manger dans la cuisine, des produits ménagers sous l'évier. Papa nous a montré la chambre qu'il préparait pour nous, avec 2 lits et une commode. L'assistante sociale a discuté avec son chef de chantier, qui a dit que papa était fiable, bosseur. Papa suivait aussi des cours de parentalité le mardi soir pour se préparer à notre arrivée. Il voulait apprendre comment aider des enfants comme nous, qui n'avions pas eu une vie facile. À chaque visite, il gagnait en assurance. Il avait vraiment l'allure d'un père. Amelia avait recommencé à l'appeler papa, même si elle n'en gardait pas de souvenirs précis. Elle sentait juste qu'il était doux, rassurant, et qu'il lui apportait toujours un petit quelque chose. Le juge avait lu tous les rapports et validé un plan de transition. On allait commencer par passer les week-ends chez papa, puis si tout se passait bien, on s'installerait chez lui au bout d'1 mois. Les premières nuits se sont passées sans souci. Papa préparait les repas, nous aidait pour les devoirs, vérifiait qu'on s'était bien brossé les dents. Il ne nous demandait jamais de nous occuper de lui, ni de le réconforter. Il prenait soin de nous, tout simplement, comme un vrai parent. Et puis le jour du déménagement est arrivé. Harold et Rosemary nous ont aidés à entasser nos affaires dans des sacs poubelles et des cartons. Rosemary nous a serrés très fort et a dit « Vous pouvez m'appeler quand vous voulez ». Harold m'a serré la main, comme à un adulte, en me disant de prendre soin de ma sœur. Ils avaient été bons avec nous. Et même si j'étais impatient de retrouver papa, ça me rendait triste de partir. Noël nous a emmenés à travers la ville jusqu'à l'immeuble de papa. On a grimpé nos sacs sur 2 étages et il nous a ouvert la porte. Ace était déjà là, assis sur le canapé. Il avait terminé son programme de réinsertion la semaine d'avant et le juge lui avait permis d'emménager chez papa un peu plus tôt. Voir Ace ici, c'était comme si tout prenait forme. Cette fois, on allait vraiment être réunis. Papa nous a montré notre chambre, il avait monté les lits, mis des couvertures toutes neuves, accroché nos prénoms en lettres de bois au mur. Il y avait de la vraie nourriture dans la cuisine. Du lait, du pain, des fruits, du poulet dans le congélateur, pas juste des nouilles instantanées et des céréales bas de gamme. Ce soir-là, on a dîné tous ensemble autour de la petite table de la cuisine. Papa avait fait des spaghettis et du pain à l'ail et on s'est tous retrouvés là, en même temps. Personne ne tremblait. Personne n'avait besoin de faire semblant, parce que, cette fois, tout allait vraiment bien. On était enfin en sécurité, pour de bon, et plus personne ne pourrait nous utiliser, nous faire du mal ou nous demander de faire des choses qu'aucun enfant ne devrait avoir à faire. Amelia a éclaté de rire à une blague d'Ace, et papa nous regardait, tout sourire. Après le dîner, on s'est installés tous ensemble sur le canapé pour regarder un film, comme n'importe quelle famille. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de respirer à plein poumon. On allait enfin pouvoir commencer à se reconstruire tous ensemble. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis vraiment content que vous soyez restés jusqu'au bout, parce que ça change tout de savoir que quelqu'un écoute. J'espère que ça a mis un peu de soleil dans votre journée. Abonnez-vous et revenez pour la suite.